Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 1er mars 2026 et notre cher ami, notre frère, le professeur Marandi, est avec nous. Bon retour parmi nous, professeur. Merci Nima. C'est un grand plaisir d'être dans votre émission. Ce n'est pas un bon moment pour parler, car c'est une période de tristesse. Nous avons eu hier le martyre du guide suprême de l'Iran. C'était profondément significatif pour le peuple iranien, pour l'Iran, pour ce qu'est l'Iran aujourd'hui. Quelle est votre compréhension du bilan de son administration? Il est au pouvoir depuis peu après la Révolution. L'ancien guide suprême, l'imam Khomeini, est décédé peu après la Révolution. Puis le guide suprême Ali Khamenei lui a succédé et a dirigé le pays toutes ces années jusqu'à aujourd'hui. Hier, il a été martyrisé lors d'une attaque américano-israélienne. Quelle est votre compréhension de l'Iran aujourd'hui? Eh bien, il a reçu le plus grand honneur, le martyre. Et comme vous le savez, pour les chiites en particulier, et pour les peuples du monde entier, défendre les opprimés et lutter contre les oppresseurs fait profondément partie de notre tradition religieuse et culturelle. Qu'il s'agisse du saint prophète, de son gendre l'imam Ali, ou des imams, mais en particulier de l'imam Hussein à Karbala et de sa sœur, les sacrifices qu'ils ont consentis et la manière dont ils ont tenu bon face à l'oppresseur de leur époque ont eu une immense influence sur la société iranienne et sur l'axe de la résistance. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont toujours été si constants dans leur soutien à la cause palestinienne. Mais pas seulement les Palestiniens. Lorsque les Vénézuéliens ont traversé une crise il y a quelques années, alors que les Américains imposaient un blocus économique, les Iraniens sont venus à leur aide. Et il en a été de même pour les Cubains, dans la mesure de leurs moyens. Car bien sûr, l'Iran est soumis à des sanctions de pression maximales et ses capacités sont limitées. Mais son soutien aux opprimés, qu'ils soient noirs ou blancs, musulmans ou chrétiens, ou appartenant à tout autre groupe, n'avait pas d'importance. Pour l'Iran, il était essentiel au soutien de la résistance contre le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Et lorsque Nelson Mandela est venu en Iran, il l'a appelé son chef pour le remercier essentiellement de tout ce qu'il avait fait pour aider la résistance en Afrique australe. Et bien sûr, en Amérique latine, il avait de nombreux amis. Je reçois beaucoup de messages du monde entier, des gens vraiment attristés par ce qui s'est passé. Il était engagé politiquement et s'opposait au régime despotique des Pahlavis. Il a été emprisonné à de nombreuses reprises et envoyé dans les pires prisons. Il a été exilé pendant un certain temps au Sistan et Baloutchistan, une région sunnite, et là-bas, il l'aimait. Et cela remonte à l'époque où il était jeune, avant la Révolution. Il a été exilé et emprisonné à plusieurs reprises. Après la Révolution, il est devenu l'un des dirigeants. Même s'il faisait partie de la direction, il était le plus jeune parmi les figures clés. Dès que la guerre a commencé, il s'est porté volontaire et est parti, bien qu'il n'ait aucune expérience militaire. Il a appris à se battre sur les lignes de front. C'était à une époque où les forces armées iraniennes étaient en très mauvais état, car pendant la Révolution, de nombreux conscrits et officiers avaient quitté l'armée par solidarité avec le peuple. Ils avaient démissionné. Et ensuite, pendant ou après la Révolution, beaucoup de généraux et de hauts responsables ont quitté le pays. Et puis, certains de ceux qui avaient participé au meurtre de civils ordinaires ont été arrêtés. Ainsi, l'armée, les forces armées, mais l'armée en particulier, n'était pas en bon état. Les gardiens de la Révolution n'étaient pas vraiment une force de combat sérieuse à l'époque. Ils ne disposaient que d'armes légères. Ils combattaient une armée très puissante, celle de Saddam Hussein, dans ces circonstances. Puis, bien sûr, il a été assassiné à Téhéran.
Il était très doué en calligraphie. Son écriture était magnifique. Il avait perdu son bras droit, je ne sais pas si les gens le savent, mais il ne pouvait plus s'en servir, car il avait été grièvement blessé à l'épaule. À cet âge avancé, il a commencé à écrire de la main gauche, et il ne s'en sortait pas mal. Son écriture n'était pas mauvaise. Comme vous le savez, c'est un orateur éloquent. Son persan est fantastique. Il a une grande profondeur dans la littérature persane. Son azéri aussi, car son père est originaire de Khamenei, et il parle un azéri littéraire très fluide. Il connaît bien la littérature. Sa connaissance de la littérature en arabe, en persan et en azéri est remarquable. Mais sa connaissance de la littérature anglaise était également excellente. C'est quelque chose que je sais. Il lisait des romans en anglais, et il lisait à une époque où il n'y avait pas encore Internet. Je me souviens qu'il lisait le magazine Time et Newsweek. Par la suite, je ne sais pas ce qu'il lisait, mais à cette époque, je me rappelle qu'il lisait cela. Et il connaissait certains écrivains occidentaux que je ne nommerai pas car cela n'aurait aucun intérêt. Mais des gens, des noms que certains reconnaîtraient, il était très instruit. En prison, l'un de ses codétenus était un communiste qu'il admirait beaucoup. Après qu'il a été assassiné, après la Révolution, il est devenu président. Ce qui était intéressant, c'est que vers la fin de la guerre, lorsque les Américains sont entrés en guerre au nom de Saddam Hussein et combattaient l'Iran à ses côtés, tout comme le régime israélien, et les Américains le font aujourd'hui, à l'époque, les Américains étaient entrés en guerre du côté de Saddam. Ils ont attaqué nos navires dans le golfe Persique, abattu un avion de ligne faisant 290 morts, détruit des installations pétrolières, assassiné des officiers de marine dans la région du golfe Persique et détruit des navires. À cette époque, comme les combats ne se déroulaient pas bien parce que l'Iran faisait face à deux ennemis, il a quitté Téhéran. Pendant la dernière période de la guerre, qui fut la plus difficile, tout comme le début du conflit lorsqu'il était également volontaire, il s'est rendu sur les fronts en tant que président. Je l'ai vu là-bas, sur le front. Tout le monde était très inquiet pour lui, car la situation était très instable. Mais il ne cessait de se déplacer d'une position à l'autre sur les lignes de front, surtout dans les fronts du Sud où les choses étaient particulièrement dures. C'était un homme sans peur. En même temps, comme vous le savez, il est très spirituel et possède une personnalité extraordinaire, très poli, très courtois. Je ne suis pas proche de lui, mais je l'ai rencontré plusieurs fois. Je me suis même assis avec lui maintenant que... Oui, on dirait qu'on a un petit problème avec la connexion du professeur Morandi, mais il reviendra dans une minute. Laissez-moi juste... Voilà. Laissez-moi simplement vérifier cela. Il semble que nous ayons perdu la connexion avec le professeur Morandi. Voyons s'il revient. Je pense qu'il sera de retour dans une minute. La connexion doit être coupée, car mes messages ne passent pas. Il ne les voit pas. Mais oui. Je crois que ce qu'il disait, c'est que l'Iran d'aujourd'hui, sans sa direction, serait très différent, car il a eu une influence énorme sur toutes les décisions prises pour l'Iran. Mais comme je l'ai mentionné dans de nombreux podcasts, ce ne sera pas un moment décisif pour les États-Unis dans cette guerre,
car il sera remplacé par quelqu'un d'autre. Oui, le professeur Morandi est de retour. J'ai changé ma connexion. Laisse-moi voir si ça fonctionne. Est-ce que c'est bon maintenant? Oui, ça va, professeur Morandi. D'accord, où en étais-je? Vous parliez de sa compréhension. Vous savez, quand il connaissait la littérature occidentale. Et il connaissait aussi la littérature iranienne et tout cela. Vous évoquiez son influence sur ce qu'est l'Iran aujourd'hui. D'accord. Ai-je expliqué la guerre? Tu as commencé avec la guerre, puis tu t'es déconnecté. Bon, donc au début de la guerre, il est parti au front comme volontaire, même s'il n'était pas formé, et il a combattu à un moment très difficile. Ensuite, il est devenu président. Vers la fin de la guerre, quand Saddam Hussein, je crois que je l'ai dit, non? Quand Saddam Hussein combattait aux côtés des Américains contre l'Iran, tout comme aujourd'hui, où Israéliens et Américains combattent ensemble contre l'Iran, il est retourné au front, et je l'y ai vu. C'était une période très instable, et il était président, et tout le monde s'inquiétait pour lui. Mais il allait d'un front à l'autre. C'était un homme qui n'avait pas peur. Comme je l'expliquais plus tôt, je ne suis pas proche de lui. Je ne l'ai pas souvent rencontré. Maintenant qu'il est décédé, je pense pouvoir dire que je l'ai rencontré. J'ai eu 4 entretiens privés avec lui pendant le Ramadan, il y a, je ne sais pas, peut-être une dizaine d'années. Il m'a demandé de faire quelque chose, et j'ai eu 4 réunions avec lui. Il était très poli, extrêmement poli, et très humble, mais pas faible. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il avait une personnalité fantastique. Quoi qu'il en soit, lorsque l'imam Khomeini est décédé en 1989, il est devenu le dirigeant. Et bien sûr, l'imam Khomeini était une figure imposante. Il incarnait la révolution, l'homme qui a renversé le Shah. Donc prendre sa place était une tâche redoutable. Mais au fil des années, il a accompli un travail extraordinaire. Pendant toute sa période de direction, les Américains complotaient contre lui. L'Occident complotait contre lui, toujours, contre lui, contre l'Iran et contre la République islamique. Et il a dirigé alors que différents présidents se succédaient, chacun ayant une vision du monde très différente des autres. Par exemple, M. Rafsanjani a poursuivi une politique économique libérale dans les années 1990. Rappelez-vous, c'était à une époque où la gauche s'était effondrée dans le monde entier et où le monde entier s'était en quelque sorte tourné vers le libéralisme. Cela a également influencé l'Iran. Beaucoup de gauchistes en Iran, comme vous le savez, sont devenus libéraux. À cette époque donc, l'économie libérale prenait de l'importance et cela ne lui plaisait pas beaucoup. Il n'en était pas satisfait. Il soutenait le secteur privé, mais il estimait que personne ne devait être laissé pour compte et que les dépossédés et les défavorisés devaient être soutenus et autonomisés. Bien que ses opinions aient différé de celles de M. Rafsanjani, puis du président Khatami ou du président Ahmadinejad, il n'a jamais entravé leur travail. Il a toujours veillé à ce que les politiques iraniennes d'indépendance et de justice sociale demeurent intactes, quel que soit le pouvoir en place. Il a donc en quelque sorte joué un rôle de modérateur entre les différents présidents, car il arrivait que nous passions d'une position radicale à une autre, complètement opposée. Mais il a toujours pris soin de maintenir tout le monde à bord. En d'autres termes, quel que soit le camp opposé à ce président, il essayait de les garder à bord. Il a toujours été quelqu'un qui s'efforçait de maintenir ensemble les nombreuses factions politiques à une époque où le pays faisait face à tant de difficultés. Et je pense que, plus récemment, les gens ont vu comment, pendant la guerre de 12 jours, malgré l'attaque éclair, il a réussi à rassembler le pays avec les forces armées.
Et après, je ne sais pas, 17 heures, ou autant qu'il y en a eu, l'Iran a commencé à riposter, et peu à peu la situation a changé. Au cours des 8 derniers mois, il a accompli un travail si extraordinaire que même en son absence aujourd'hui, les forces armées savent quoi faire. Ils ont tiré des leçons de l'expérience de la guerre de 12 jours. Il savait qu'il y aurait une autre guerre, et il a préparé tout le monde à cette situation. Même si l'Iran n'a pas été pris au dépourvu cette fois, il est inévitable que lors d'une attaque éclair, il y ait des victimes. On n'arrêtait pas de dire qu'il se cachait. J'aurais préféré qu'il ait été caché quelque part. Mais il a dit, beaucoup de gens ne peuvent pas quitter leur maison. Je ne veux pas quitter la mienne. Il a donc été martyrisé alors qu'il jeûnait pendant le Ramadan dans son bureau en pleine réunion. Et je pense que cela a profondément marqué la société iranienne ainsi que les gens en dehors de l'Iran. On peut voir que la sympathie et le soutien envers la République islamique dépassent aujourd'hui largement ses frontières et même la religion. Et je pense que cela en dit long, malgré la lourde propagande. Parce qu'il faut se rappeler qu'aucune de ces dictatures arabes de la région du Golfe Persique, aucune d'entre elles n'est amie de l'Iran. Al Jazeera n'est pas ami de l'Iran. Ils ne sont pas amis de la résistance. Al Arabiya, pas ami de la résistance non plus. Et bien sûr, les médias occidentaux sont toujours hostiles. Ainsi, les gens, où qu'ils soient dans le monde, reçoivent ces informations à votre sujet. Même moi, je me souviens que lorsque j'ai passé mon examen de doctorat et obtenu une bourse pour étudier à l'étranger, avec plusieurs collègues, lorsque nous étions à l'étranger, même si j'étais en contact avec l'Iran et que je lisais des publications iraniennes, je m'inquiétais encore de la situation là-bas, car je voyais constamment les nouvelles selon la perspective occidentale, BBC, CNN et ainsi de suite. BBC, CNN, and so on. The Guardian, the Times, the Independent. The Guardian, The Times, The Independent, The New York Times, The Washington Post, ils vous donnent tous une vision très partiale et déformée de l'Iran. En réalité, ils sont plus nuisibles qu'utiles. Tous. Aucun d'entre eux ne vaut quoi que ce soit lorsqu'il s'agit de l'Iran. Même quand j'étais à l'étranger, cela m'affectait. Alors imaginez les gens dans le monde entier, tout ce qu'on leur sert, c'est de la propagande anti-iranienne, de la propagande anti-révolution islamique. Et pourtant, malgré cela, tant de gens sont en deuil. On peut le voir en ligne, malgré les algorithmes et tout le reste. Et je pense que ce que nous voyons depuis, 36 heures maintenant, peut-être un peu plus ou un peu moins depuis le début de la guerre, c'est que l'Iran prend progressivement le dessus. Et cette fois, ce n'est pas seulement contre le régime israélien, c'est contre les États-Unis. C'est contre le régime américain et le régime israélien. Le véritable pouvoir, ce sont les États-Unis. Leur puissance aérienne est bien supérieure à celle du régime israélien. Ainsi, vous avez le régime israélien plus une puissance bien plus grande que lui. Et l'Iran se bat contre cette force combinée à un moment où son dirigeant a été assassiné et est devenu martyr. Je pense que cela montre l'efficacité de sa gestion du pays et la manière dont il parvient à maintenir l'unité de tous. Comme le président issu d'une orientation politique, l'ancien président d'une autre orientation, le président du Parlement d'une troisième, il réunit toutes ces personnes et veille constamment à ce qu'elles s'assoient autour de la même table. Et tandis que certains provoquent une faction, qu'on appelle les durs, et que d'autres les qualifient de réformateurs vendus ou, disons, d'orientés vers l'Occident, lui ne voit pas les choses ainsi. Il essaie de rallier tout le monde. Les extrémistes, bien sûr, font ce qu'ils font et ne se soucient de rien d'autre, quelle que soit leur orientation politique. Mais il a réussi à faire avancer le pays.
Today, Iran is effectively Aujourd'hui, l'Iran prend effectivement le dessus sur les États-Unis et le régime israélien, ainsi que sur la force combinée de tous les acteurs régionaux. Les États-Unis utilisent l'espace aérien turc pour permettre aux AWACS de l'OTAN de recueillir des renseignements. Ils utilisent des bases en Turquie, leurs bases radar là-bas, pour aider le régime israélien, à la fois sur le plan offensif et défensif. Dans toute la région du Golfe Persique, ils utilisent toutes les bases disponibles. Ils utilisent une base aérienne au cœur de l'Arabie saoudite et près d'Amman, en Jordanie, une autre base importante. Ainsi, tout le monde, tous ces pays de la région, l'OTAN, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, tous sont opposés à l'Iran dans cet axe de résistance. Pourtant, il a réussi à accomplir quelque chose qui, malgré une seconde attaque de type Blitzkrieg, leur a fait échouer à prendre le dessus sur le pays. they failed to gain the upper hand against the country. And he was very intelligent. Et il était très intelligent en matière de politique étrangère. Il comprenait les États-Unis mieux que quiconque. Par exemple, avant la guerre de 12 jours, lorsqu'il a permis au gouvernement iranien de s'engager dans des négociations indirectes, c'était un nouveau gouvernement et ils espéraient parvenir à un résultat. Il ne voulait pas dire non au nouveau président. En même temps, il voulait s'assurer que les États-Unis ne nous placent pas dans une situation politique difficile. Il a donc autorisé des négociations indirectes. Et ensuite, nous avons vu, tandis qu'il guidait soigneusement les discussions, comment les Américains ne cessaient de déplacer les objectifs. Finalement, parce qu'au début, je suis sûr que vous vous en souvenez, Wyckoff est passé sur Fox News et a déclaré « Oui, ils peuvent enrichir de l'uranium pour produire de l'électricité. » Et puis, il a déplacé les poteaux, puis les a déplacés à nouveau. Entre les 5e et 6e rounds, ils ont conspiré pour attaquer l'Iran. Et ils l'ont fait. Ce qu'il a montré à travers ces négociations, c'est aux Iraniens ordinaires et à la communauté internationale que le problème, ce n'est pas l'Iran, c'est eux. Cette fois encore, il a fait la même chose. Il a choisi Oman avec beaucoup de précautions, car Oman est plus équilibré que les autres. La Turquie cherche constamment à obtenir quelque chose des Américains. Elle agit pour avantager les États-Unis afin d'en tirer un bénéfice en retour. Erdogan a ses propres intérêts, pas ceux de l'Iran, ni de la Palestine, ni quoi que ce soit de ce genre. Mais Oman est plus équilibré. Ainsi, le ministre omanais des Affaires étrangères est allé aux États-Unis, a déclaré qu'il y avait des progrès, puis les États-Unis ont attaqué. Et cela, bien sûr, a de nouveau montré au monde où en étaient les choses. Je pense qu'il était très sophistiqué, très subtil, très tolérant. Mais en même temps, quand il fallait être ferme, il l'était. Lorsque les Américains, lorsque le régime israélien a attaqué la première fois, il est venu et a prononcé ce discours en disant en substance que nous les vaincrions. Et finalement, ce sont les Israéliens qui ont demandé le cessez-le-feu, pas l'Iran. C'est la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais connue. Je ne pense pas qu'il y ait jamais eu quelqu'un comme lui dans l'histoire récente, n'importe où dans le monde. Et la seule personne à laquelle je puisse le comparer. C'est Saïd Hassan Nasrallah. Je ne le connaissais pas. Je ne l'ai rencontré qu'une seule fois. C'était intéressant, car il parlait couramment le persan et avait aussi un très bon accent. C'était une personne extraordinaire. Il s'est battu pour le peuple de Palestine. C'est un martyr pour la Palestine. Le plus grand martyr pour la Palestine, je pense, de tous les temps. Je crois que tout le travail qu'il a accompli pour créer cet axe de la résistance portera ses fruits. Cela réduira lentement, mais sûrement, le pouvoir de l'Occident, et donc celui du sionisme. Aujourd'hui, nous voyons que le sionisme est méprisé dans le monde entier. Et c'est grâce à ce que l'axe de la résistance a accompli au cours des 2 dernières années, et je ne sais pas, 5 mois, disons.
Le chef du Conseil national de sécurité iranien a averti les États arabes que ce que fait l'Iran vise les bases américaines situées dans leur pays. Et comme l'Iran ne reconnaît pas ces bases comme faisant partie de leur territoire, il les considère comme faisant partie des États-Unis. C'est pour cela que l'Iran les attaque. Pensez-vous, avez-vous le sentiment que l'Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis pourraient rejoindre le conflit? It's not impossible, but obviously Ce n'est pas impossible, mais évidemment, l'Iran a tout à fait le droit de frapper tous ces pays, car il ne s'agit pas seulement de bases américaines. Ils ont des intérêts dans différentes régions du pays et dans la ville. La CIA a ses bureaux, l'armée américaine a les siens, Trump a les siens, et Witkoff et d'autres ont leurs propres intérêts. Ce sont les ennemis. L'ennemi bombarde l'Iran. Il utilise ces pays. Ils sont tous complices, chacun d'entre eux. On ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas dire je suis neutre, tout en laissant son territoire être utilisé contre ses voisins. Ce n'est pas acceptable. Donc l'Iran va s'en occuper, et il s'en occupe déjà. That's not acceptable. So Iran is going to deal with that, and it is dealing with that. But have no doubt, if the UAE moves against Iran, Mais ne vous y trompez pas. Si les Émirats arabes unis s'en prennent à l'Iran, ce sera la fin des Émirats. L'Arabie saoudite n'est pas en position de combattre l'Iran. Je veux dire, qu'est-ce que l'Arabie saoudite pourrait apporter ou ajouter à ce que les États-Unis font déjà? Mais si l'Iran frappe l'Arabie saoudite, celle-ci est très vulnérable. C'est un désert avec du pétrole. Vous savez, l'Occident aime qualifier la Russie de station-service. Eh bien, s'il y a un pays qui mérite cette étiquette, même si ce n'est pas tout à fait exact, ce serait l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite dépend entièrement du pétrole, de ses exportations de pétrole, et elle est donc totalement vulnérable. Alors s'ils ne veulent pas que l'Iran frappe, ils devraient expulser toutes ses forces d'occupation. Then they should expel all of those Epstein forces. All Epstein forces, if they leave, Toutes les forces américaines et occidentales, si elles quittent l'Arabie saoudite ou les Émirats, alors c'est terminé. Il n'y a plus de problème. Mais elles mènent la guerre contre l'Iran en utilisant leur territoire, en particulier leurs bases aériennes en Arabie saoudite. Elles utilisent également les bases aériennes des Émirats. Elles disposent de toutes sortes d'installations, des sites de collecte de renseignements et de surveillance, en dehors des bases militaires. Ce n'est pas acceptable. Cela revient à participer à une guerre contre le pays. Nous verrons donc ce qui se passera avec l'Arabie saoudite et les Émirats. Mais, s'ils font un geste insensé, ils donneront à l'Iran le droit de les traiter d'une manière très différente de celle qu'il adopte actuellement. J'ai oublié de te demander, beaucoup de personnes dans notre public ne savent pas ce qui se passe en Iran en l'absence du guide suprême. Qui dirige le pays pendant son absence? Tu sais, Nima, tu le sais déjà, et je t'ennuie sûrement. Mais la constitution iranienne est très sophistiquée. L'Occident aime présenter toutes les entités non occidentales comme peu sophistiquées, alors qu'il se considère lui-même comme le modèle de la sophistication. En réalité, la constitution iranienne est très élaborée et elle a très bien fonctionné depuis 47 ans. Après la disparition de l'imam Khomeini en 1989, après la guerre, dès le lendemain, nous avons eu l'Ayatollah Khamenei comme dirigeant, choisi par le Conseil des experts, un organe élu qui désigne et peut également révoquer un dirigeant. À l'époque, nous avions connu l'assassinat du président et du premier ministre en même temps. C'était un événement majeur. À l'époque, la Constitution était un peu différente. Nous avions un premier ministre. Ils ont tous deux été assassinés ensemble et nous avons organisé de nouvelles élections. Nous avons traversé de multiples crises parce que l'Occident a toujours cherché à nous nuire. Pourquoi? Parce que nous avons été indépendants, parce que nous avons été pro-Palestine, parce que nous avons soutenu les mouvements de libération à travers le monde, en Afrique australe, en Amérique latine et ainsi de suite.
Nous avons œuvré contre l'Empire. Ainsi, dès le début des années 1980, l'Iran soutenait la résistance au Liban pour expulser les Israéliens. Nous avons donc été sous pression parce que les Israéliens avaient occupé le Liban. Ils ont pris la capitale en 1982. Nous avons traversé de nombreuses crises. La Constitution est très claire. Lorsque nous perdons le dirigeant, qu'il décède ou qu'il soit martyrisé, comme dans le cas de l'ayatollah Khomeini, un conseil est formé. Il comprend un représentant du conseil des gardiens, qui est différent du conseil des experts, le président et le chef du pouvoir judiciaire. Ils agissent en tant que conseil jusqu'à ce qu'un nouveau dirigeant soit choisi. Qui choisit le dirigeant? Le conseil des experts. L'organe élu composé de hauts spécialistes du droit et de la jurisprudence islamique, comme des juristes de premier plan. D'une certaine manière. Donc, pour le moment, ce conseil dirigera les affaires. Puis, lorsque le nouveau dirigeant sera choisi, il prendra la relève et aura la même autorité que l'ayatollah Khamenei. Je pense que nous aurons une continuité. Le prochain dirigeant poursuivra des politiques similaires à celles de l'ayatollah Khamenei. Le président, contrairement à ce que certains disent en ligne, est très proche du dirigeant. Le chef du pouvoir judiciaire et le représentant du Conseil des gardiens lui sont également proches. Je pense donc que nous allons assister à une continuité jusqu'à l'arrivée du nouveau dirigeant et ensuite nous aurons encore une continuité. Je ne suis pas inquiet pour l'avenir. Je suis optimiste. Et je pense que paradoxalement, le martyre de l'ayatollah Khamenei va renforcer l'Iran et la résistance. Parce que cela a mis l'Iran en colère, et cela a aussi irrité des gens au-delà des frontières iraniennes. Regardez ce qui se passe en Irak, par exemple, au Pakistan. Au Pakistan, c'est une force avec laquelle les Américains devront composer dans les jours et les semaines à venir à travers l'Asie occidentale. C'est une période de guerre, et cela a rendu les Iraniens ordinaires encore plus déterminés qu'auparavant. Partout à Téhéran, on observe le deuil. Il y a eu des cérémonies de deuil dans différents quartiers de la ville, tout à fait spontanées, dès 4 ou 5 heures du matin, des gens sortant d'eux-mêmes en grand nombre. Beaucoup de personnes étaient dehors tard hier soir pour soutenir l'État, mais elles ne savaient même pas encore qu'il avait été martyrisé à ce moment-là. Alors les gens sont restés éveillés jusqu'au matin, et dès l'aube, ils étaient dans les rues. C'est cette ambiance que l'Occident aime mettre en avant. Ceux qui n'aiment pas la révolution islamique et la résistance et qui soutiennent le régime israélien ou les États-Unis. Mais il s'agit d'une petite minorité. On les voit sur les campus, on les voit à différents endroits. Ils ne sont pas significatifs, et ils le sont encore moins depuis la guerre. Certains de ces gens, eh bien, ce sont des jeunes naïfs. Ils regardent les médias occidentaux et se disent « Oui, nous voulons apporter la liberté », et ainsi de suite. Et puis la première chose qui se produit, c'est qu'ils massacrent. C'était quoi? 165 enfants dans une école à Minab. Des petites filles dans une école primaire. Est-ce que vous voyez les médias occidentaux en faire tout un scandale? Et ensuite, je crois, presque 20 filles dans une salle de sport, un gymnase, qui s'entraînaient au volleyball. Et j'ai remarqué que certaines personnes ont un problème avec les filles. Alors ils les ont massacrées, et les gens voient cela. Les gens voient ce qu'ils ont fait à ces petites filles. Comment ils les ont égorgées, comment ils n'ont ni honte, ni regret, ni excuse, rien. Les médias occidentaux les ignorent, mais préfèrent faire semblant que des milliers de, je ne sais pas, manifestants pacifiques sont abattus dans les rues à une époque où il n'y avait pas d'Internet et où ils ne pouvaient même pas savoir ce qui se passait en Iran. Ils formulaient ces fausses accusations comme si elles étaient réelles, mais ils ignorent cela.
Alors les gens, même ceux qui ont été influencés par l'Occident, enfin, pas tous, mais certains, gardent simplement les yeux fermés, tout comme ces salafistes qui sont hostiles à l'Iran, quoi qu'il arrive. who are hostile towards Iran no matter what. And even when Trump says, Et même quand Trump dit « j'ai installé », they je still say, crie. no, no, it's a Il good continue à thing, it's dire good. « non, No non, matter il est bien ». what evidence Peu you importe les provide, preuves qu'on leur donne, montrant que c'était depuis le début un complot de la CIA pour aider le régime israélien, ils ne bougent pas. Ces gens-là, parce qu'ils sont profondément sectaires et irrationnels, ressemblent à certains de ces gauchistes en Europe qui ont toujours été hostiles envers l'Iran. Ils ont rejoint les mouvements anti-guerre pour arrêter la guerre contre Saddam Hussein, dont je faisais partie, et l'Iran s'y opposait aussi. Sayed Hassan Nasrallah s'y opposait également, il en parlait ouvertement. Tout le monde en parlait. spoke about it openly. Everyone spoke about it. And I was a part of the movement. But these leftists, they would. Je faisais partie de ce mouvement. Mais ces gauchistes, les gauchistes européens, rejoignaient les mouvements pacifistes. Pourtant, dans le cas de la Syrie, comme c'est d'une certaine manière lié à l'Iran, ils ont fini par soutenir la CIA. Il y a donc des gens, qu'il s'agisse de ces groupes takfiri ou salafistes, de gauchistes occidentaux ou de libéraux iraniens, qui ferment les yeux quoi qu'il arrive. Ils ne veulent jamais voir la réalité. C'est une perte de temps de discuter avec eux. Mais après son martyre, les gens sont devenus plus déterminés. Et je pense que c'est une grave erreur de calcul. Il a obtenu ce qu'il voulait, je n'en doute pas. Il l'a dit à de nombreuses reprises auparavant. Mais cela a renforcé la détermination du peuple iranien. Cela a suscité un soutien encore plus fort à l'axe de la résistance, au-delà des frontières de l'Iran comme à l'intérieur du pays. Je considère donc cela comme un échec pour l'Occident. Professeur, quelle est la stratégie en ce moment du côté de l'armée iranienne et des gardiens de la révolution, conjointement avec l'armée? Le détroit d'Ormuz vient d'être fermé, et nous avons vu beaucoup d'images en provenance d'Israël. L'Iran frappe Israël d'une manière dont il n'a jamais été frappé auparavant. Quelle est la stratégie? Est-elle centrée sur le détroit d'Ormuz et sur Israël, ou vont-ils également s'en prendre aux Américains? Eh bien, tu sais, Nima, toi et moi avons discuté de ces sujets pendant de nombreux mois, et tes autres invités aussi. Mais tu vois à quel point les médias occidentaux et les analystes occidentaux sont surpris par la résilience de l'Iran et par la manière dont l'Iran riposte, surtout dans le Golfe Persique. Ils ne devraient vraiment pas être surpris. Nous en parlons depuis longtemps. Personne qui regarde ton émission ne devrait être étonné que l'Iran frappe des cibles ou des actifs américains dans la région du Golfe Persique, ni que le détroit d'Ormuz ait été fermé. Cela montre simplement le degré d'ignorance des analystes occidentaux de l'Iran, et plus largement des analystes et des politiciens occidentaux, qu'ils soient surpris, alors que rien de ce qui se passe en ce moment ne devrait te surprendre, ni moi. Et ce n'est évidemment pas le cas. Je pense que l'Iran fait la même chose qu'il a faite pendant la guerre de 12 jours. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, ni quels sont les plans, évidemment, mais je pense que l'Iran augmente progressivement la pression. Il rend les choses de plus en plus difficiles. Vous avez vu qu'un navire a été touché aujourd'hui dans le détroit d'Ormuz, et un autre, je crois, a été frappé juste avant que l'Iran ne commence. Et puis il y a le ciblage des Émirats en particulier. L'attention est portée sur les Émirats. Pourquoi? Parce que les Émirats sont les plus proches du régime israélien et que les Israéliens et les Américains y ont de nombreux atouts, le Mossad, la CIA, l'armée, et ainsi de suite. Et aussi, comme nous en avons déjà parlé, les capacités balistiques de l'Iran sont extraordinaires. Et l'Iran ne dispose pas seulement de 2000 missiles. Je pense que c'est ce qu'ont dit les Israéliens, ou quelque chose comme ça.
Je ne me souviens plus du nombre. Le nombre de missiles que possède l'Iran et qui peuvent frapper Israël est bien plus élevé. L'Iran augmente donc progressivement son arsenal de missiles. Ils ont commencé avec de vieux drones. Si tu regardes, je ne suis pas sûr à 100%, mais à 95%, l'installation radar qui a été frappée dans le golfe Persique a été touchée par de vieux drones. Beaucoup des installations visées ont également été atteintes par de vieux drones. Et les Américains n'ont pas pu les arrêter, ce qui en dit long sur leur défense aérienne. Leur défense aérienne dans le golfe Persique n'était pas efficace. Mais l'Iran utilise de vieux drones et de vieux missiles, avec quelques missiles plus récents ici et là. En gros, les missiles de première génération sont utilisés, et ils passent. Mais ils épuisent aussi les défenses aériennes du régime israélien et des Américains. Donc, on observe le même schéma que la dernière fois. Sauf que cette fois, l'Iran fait face à un ennemi bien plus puissant, car les États-Unis sont beaucoup plus forts que le régime israélien. Et la puissance du régime israélien, c'est celle des États-Unis. Sans le soutien américain, il s'effondrerait en quelques semaines. Je pense donc que l'Iran augmente la pression dans le golfe Persique. Il faudra voir ce qui se passera à l'ouverture des marchés lundi matin. Cela commence en Asie de l'Est et en Australie, etc. Mais il faudra voir ce qui se passera lundi, ce qu'il adviendra du prix du pétrole et du gaz, et ainsi de suite. Les Iraniens augmentent progressivement la pression. Ils ne veulent pas provoquer une crise mondiale, ni détruire l'économie mondiale. L'Iran ne voulait pas de la guerre à l'origine. Aucun de nous ne veut la guerre. Iran didn't want the war in the first place. None of us want war. But if they impose it upon you, you fight. Mais s'ils vous l'imposent, vous vous battez. Et l'Iran ne veut pas faire s'effondrer l'économie mondiale. L'Iran n'a pas cette cruauté que possède la classe Epstein. L'Iran n'a aucune cruauté. L'Iran veut que l'économie mondiale fonctionne. Mais l'Iran va continuer à faire pression sur les États-Unis. Et plus la pression augmentera, plus la communauté internationale fera pression sur les États-Unis et plus les Américains feront pression sur le régime Trump. Et déjà, je pense que la pression augmente aux États-Unis. Je ne dis pas que cela mènera quelque part, mais ce que l'Iran veut faire, c'est intensifier la pression. Et le temps joue en faveur de l'Iran, car logiquement, il est très difficile pour les États-Unis, voire presque impossible, de soutenir cette guerre très longtemps. Mais c'est le terrain de jeu de l'Iran. Et souvenez-vous, l'Iran a des alliés régionaux. Une autre chose, c'est que nous soutenons l'axe de la résistance pour des raisons idéologiques, parce qu'ils sont opprimés. Quand les Américains ont occupé l'Irak, bien sûr que nous allions soutenir le peuple irakien. Il en a été de même en Afghanistan, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, alors que l'Iran est confronté à un ennemi, ces mêmes alliés disent « nous soutiendrons l'Iran ». Et donc, ces libéraux en Iran, qui ont toujours dit « pourquoi soutenons-nous ces entités en dehors de l'Iran ?» voient maintenant que même si l'on considère la situation d'un point de vue purement pragmatique et non moral ou idéologique, cela a du sens. Pour nous, c'est les deux. Pour nous, sans moralité, la vie n'a aucun sens. C'est ce qui nous rend si différents. C'est ce qui fait de cela l'axe de la résistance face à l'axe Epstein. Parce que pour nous, la morale est essentielle. Notre politique doit être morale. Notre existence doit être morale, à la fois au niveau individuel, communautaire et social. Ainsi, les Iraniens ont des alliés dans toute la région et ils peuvent donc accroître la pression avec leurs alliés, les Iraniens, sur plusieurs fronts. Et pour eux, c'est aussi une question existentielle, car ils savent que si l'Iran est, Dieu nous en garde, vaincu, ils seront tous vaincus. Et ne doutez pas que s'il y a un échec en Iran, ce sera une très mauvaise nouvelle pour la Chine et la Russie. Donc, ces politiques que j'observe, bien qu'il ne se soit écoulé qu'1 jour et demi et que je ne doive pas trop généraliser,
Mais je pense que ce n'est pas très différent de ce que nous avons vu pendant la guerre de 12 jours, sauf que cette fois, les événements avancent à un rythme bien plus rapide. À l'époque, la réaction iranienne avait été lente. Cette fois, elle a été très rapide, très constante, et sur plusieurs fronts. Il ne s'agit pas seulement du régime israélien, mais aussi du Golfe Persique. Non seulement dans le Golfe Persique et le détroit d'Ormuz, mais aussi de l'autre côté du Golfe. C'est donc un pays qui mène une guerre sur plusieurs fronts contre un ennemi extrêmement puissant. Je trouve ça extraordinaire. Et bien sûr, cela montre l'ingéniosité de l'ayatollah Khamenei. Mais encore une fois, nous ne savons pas ce qui va se passer dans les jours à venir. Il y aura des hauts et des bas. Il y aura de la douleur et de la souffrance. La guerre est une chose terrible. Et les États-Unis et les Israéliens, eh bien, ils ont bombardé Téhéran aujourd'hui de manière assez sévère. L'armée de l'air iranienne, d'ailleurs, a mené aujourd'hui d'importantes frappes aériennes dans la région du Golfe Persique. Très impressionnant. Et les Américains n'ont pas pu les empêcher, pas plus que le régime israélien. Mais en tout cas, la guerre est la guerre. Je pense que l'Iran gère bien la situation et qu'il va progressivement resserrer l'étau sur Trump. Espérons que la pression à l'intérieur des États-Unis augmentera afin que cette guerre prenne fin plus tôt que tard. Mais l'Iran se battra aussi longtemps qu'il le faudra pour infliger une défaite stratégique aux États-Unis et au régime israélien, ou devrais-je dire au régime Trump et au régime Netanyahou ou au régime Epstein, comme vous voudrez les appeler. Ils leur infligeront cette défaite, si Dieu le veut. Nous avons appris du ministre iranien des Affaires étrangères que l'Iran n'a besoin de l'aide de personne et ne demande à personne de l'assister pour le moment. Mais voyez-vous un scénario dans lequel l'Iran pourrait demander à ses alliés dans la région de l'aider à se montrer plus ferme envers les États-Unis? Je pense qu'ils deviennent déjà plus impliqués de leur propre initiative. Mais si les tensions s'intensifient et que l'Iran est contraint d'agir plus durement dans la région du Golfe Persique et contre le régime israélien, les Américains et les Israéliens pourraient accroître la pression autant qu'ils le peuvent. Par conséquent, les alliés régionaux de l'Iran à ce moment-là, pour moi par exemple, disons, revenons à l'Arabie saoudite, si les Saoudiens font quelque chose de stupide, alors il y a le Yémen. Donc déjà la pression monte en Irak et au Yémen, mais cela pourrait aller bien plus loin que cela. Je pense qu'ils sont tous dans une sorte de coordination lâche. Ils resserrent les vis sur tous les fronts, lentement. Mais la plupart des capacités de l'Iran, Nima, sont cachées. Dans l'ensemble, les bases de missiles iraniennes n'ont pas été touchées. Elles n'ont même pas été utilisées. L'Iran n'utilise qu'un certain nombre de ces bases, comme lors du précédent cycle. Il planifie donc sur le long terme, mais il pourrait aussi commencer à utiliser ces bases dès maintenant. Ils peuvent intensifier rapidement ou le faire progressivement. Pour le moment, je pense que l'escalade est graduelle. À moins que les États-Unis ne fassent quelque chose de stupide, ou que les Émiratis, les Saoudiens ou les Israéliens ne fassent quelque chose de vraiment stupide, alors les Iraniens intensifieraient très rapidement. Et c'est à ce moment-là, je pense, que l'économie mondiale s'effondrerait soudainement. Nous avons eu Starmer, le Premier ministre du Royaume-Uni, menaçant l'Iran, disant qu'ils allaient se joindre au combat. Et pour l'Iran, lorsqu'il s'agit du Royaume-Uni, qui est le Royaume-Uni dans l'ensemble du calcul en Asie occidentale? Comment l'Iran perçoit-il le Royaume-Uni? Rien. Le Royaume-Uni est un régime en train de s'effondrer. Starmer n'a aucune crédibilité dans son propre pays. Il est profondément méprisé. Son parti est très impopulaire,
et il a déjà bien assez à faire avec l'Ukraine. Et bien sûr, il a aidé les Israéliens à mener le génocide en effectuant des vols de renseignements au-dessus de Gaza au cours des 2 dernières années environ. C'est donc un véritable monstre. Mais il n'a rien à ajouter à ce que font déjà les États-Unis. Il est déjà très difficile pour les États-Unis de poursuivre ce combat. C'est très coûteux, car ils doivent maintenir leurs moyens très loin, donc ils doivent voler et se ravitailler. Et au retour, ils doivent se ravitailler à nouveau. Ce n'est pas comme lorsque les Iraniens ont mené des frappes aériennes contre des cibles américaines dans le golfe Persique ce matin. Ils ont décollé, frappé, puis s'en revenu. They flew, they struck, they came back. But that's not, Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne pour les Américains ou le régime israélien. C'est donc beaucoup plus coûteux. Il faut effectuer davantage de sorties, chacune ayant moins d'impact. Et les avions ont besoin de révision, de réparation. Je veux dire, je ne suis pas un expert en la matière, mais ce n'est pas viable. Et bien sûr, la logistique est un cauchemar. Ils doivent sans cesse acheminer du matériel depuis les États-Unis. Ils ont déjà dépensé plusieurs milliards de dollars, sans même compter les tirs de missiles et tout le reste, rien que pour amener tous ces moyens ici et les entretenir. Le Royaume-Uni ne peut donc rien faire de particulier, pas plus que les Saoudiens ou les Émiratis. En fait, les Saoudiens et les Émiratis se tireraient une balle dans le pied s'ils s'impliquaient. Merci. Merci beaucoup, professeur Morandi, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, comme toujours. Thank you, Nima. It's always a pleasure, always an honor. Merci. C'est toujours un plaisir, toujours un honneur, et je souhaite exprimer mes condoléances à tous vos téléspectateurs. L'Ayatollah Khamenei était une personne extraordinaire, une personne vraiment extraordinaire. Je ne pense pas qu'il y ait eu quelqu'un comme lui, mais il a ouvert la voie. Et j'espère qu'avec la défaite de l'Empire dans cette partie du monde, cela aidera nos sœurs et frères vénézuéliens, ainsi que nos camarades à Cuba et ailleurs, à pouvoir s'affirmer plus ouvertement à travers le monde. J'espère que cela, malgré les difficultés, la douleur, la souffrance, la mort, le meurtre de toutes ces petites filles, c'est horrible. Mais malgré tout cela, je pense que ce qu'il a accompli est un grand service rendu à l'humanité. Et, oui. Oui, merci, Paul. Thank you. Merci.